Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de boutique de niche. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me connaissent pas, je vais d'abord me présenter rapidement. L'idée c'est pas spécialement de faire de l'auto-promo, mais au moins de savoir qui je suis. Donc moi, c'est Abdel Webseller, Abdel Alim maintenant. Voilà, hein, je pense que autour de moi, tout le monde me connaît en tant qu'e-commerçant. Je suis aussi formateur, donc j'ai une formation sur le SEO dédié à Shopify, donc vraiment comment créer un e-commerce autour de ce CMS-là, avec diverses approches, donc que ce soit une approche e-commerce classique ou plus une approche aussi dropshipping avec des produits de qualité, des fournisseurs européens, ce genre de choses. Ensuite, je suis intervenant donc en stratégie e-commerce dans une école supérieure qui s'appelle MBA-ESG du côté de Paris. Et je suis aussi responsable SEO et chef de projet digital pour la marque Orchestra, donc qui essentiellement qui évolue sur la verticale des produits pour enfants et de la puriculture. Donc on est essentiellement sur du textile de 0 à 14 ans et des produits puriculture pour toutes les personnes de cette niche-là. Voilà. Alors, pour rappel, on va commencer par ça, parce que c'est important de le rappeler. Mon titre était un peu clickbait en termes de conf, mais c'était intéressant finalement d'aborder un peu les choses d'une manière intéressante qui est celle finalement de l'e-commerce rentable. Alors c'est très important pour moi le mot rentable, parce que qui dit rentable dit forcément qu'on gagne de l'argent et que notre e-commerce est voué à perdurer. Contrairement à la plupart du temps où on parle souvent de chiffre d'affaires, et notamment dans le milieu du dropshipping. Donc moi, je vais vous parler de rentabilité. Et pour ça, je vais parler de choses qui font mal. Donc il faut savoir qu'il y a 90% de chiffre d'affaires de l'e-commerce qui est généré en France uniquement par 5,5% de sites marchands. Donc les gros s'accaparent les trois quarts du gâteau. Et ce qu'on ne nous dit pas souvent, parce que cette métrique-là, à la rigueur, plus ou moins, on la connaît quand même, pour ceux qui sont quand même dans la thématique, c'est qu'il y a plus de 37 cas de sites e-commerce français qui ferment quasi chaque année. Donc en 2019, il y en avait 37 000. En 2020, on n'a pas encore les chiffres, mais à mon avis, on va plutôt avoisiner les 60 000 sites e-commerce, étant donné finalement le fait qu'il y avait énormément de problématiques de rupture de stock, ce genre de choses en 2020, et que le confinement n'a pas arrangé les choses. D'accord ? Il y a un point important aussi, parce que j'ai croisé la data, parce que la data de la FEVAD n'est pas... La FEVAD, pour rappel, c'est la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance. C'est un peu finalement l'institution qui nous représente, nous, en tant qu'e-commerçants. La problématique du temps, la plupart du temps, c'est que la problématique qu'ils ont pas essentiellement vraiment de la data très qualitative d'un point de vue sondage. Et du coup, j'ai réussi à croiser cette donnée avec plusieurs autres sources pour avoir quelque chose de pertinent. Et je me suis rendu compte que 36% des sites e-commerce actifs en France ne sont pas rentables. Ce qui est quand même grave, parce que si on considère que vous avez finalement une part énorme du gâteau qui est pris par des petits acteurs, pas que par un nombre très petit d'acteurs, et qu'en plus de ça, dans le gros gâteau d'acteurs de l'e-commerce, il y en a 36% qui ne sont pas rentables, ça sous-entend que finalement, il reste quoi? Il reste un certain nombre de sites qui vivotent, qui frôlent la rentabilité, et d'autres qui se mangent la plupart du gâteau. Donc ça, c'est important de le considérer. Maintenant, on va voir ensemble ce qu'il faut faire, ne pas faire, et comment on peut trouver une niche, etc. D'accord? Niche rentable toujours. Donc, la base, vu qu'ici on est dans un événement SEO, c'est que il faut rappeler, parce que maintenant il y a Instagram, il y a, il y a Facebook, il y a TikTok, etc. Il y a tout un tas de réseaux sur lesquels on est actif au quotidien et sur lesquels, finalement, il y a énormément de communautés. Mais on n'oublie pas une chose, c'est que 93% des expériences en ligne, elles commencent par un moteur de recherche. D'accord? C'est-à-dire que sous-entend que il y a quand même toujours cette volonté finalement de l'utilisateur de considérer Google, et encore plus maintenant, comme vraiment un tiers de confiance, et un tiers de confiance sur lequel il va taper tout et n'importe quoi, en termes de keywords, bien entendu. D'accord ? Alors, on commence par un point important. La niche, c'est quand même des fois quelque chose qui est
qui est perçu d'une manière assez atypique par la plupart des gens qui vous parlent de boutique de niche ou qui parlent de niche en général. Mais en général, on ne sait pas ce que c'est. On n'arrive pas finalement à le définir tel quel. Et c'est pour ça que je vous ai mis dès le départ de ma conf la définition même de la niche. Donc, qu'est-ce qu'un marché de niche? Qui dit niche, dit marché de niche qui va avec. C'est avant tout un marché très spécifique. Alors ça, c'est important, le mot très spécifique, qui permet justement de placer un produit ou un service disposant d'une concurrence très limitée. D'accord? Donc, quand on comprend ça, on se dit qu'en fait, finalement, notre niche, c'est avant tout un segment d'un marché. D'accord? C'est très important de comprendre ça. Notre niche, c'est un segment d'un marché et il peut y avoir des sous-niches, comme il peut y avoir des niches qui deviennent des marchés en tant que tels. D'accord? Voilà. Je vous donne un exemple. L'overboard était à l'époque une toute petite niche, c'est devenu un marché en tant que tel. D'accord? Et il y a plein de petits, finalement, de petits exemples comme ça qui, finalement, nous montrent que en partant d'une petite niche, on peut aussi s'adresser à un marché. Et ça, c'est l'objectif finalement, en général, de ce que vous devez faire en e-commerce. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur moyen de s'introduire dans finalement une niche, dans un secteur. Et pour l'exemple de l'overboard, on voit que finalement, il y a eu des premiers prototypes. Ensuite, il y a eu toute une commercialisation d'un certain nombre de références dans cette thématique. Et finalement, maintenant, il y a vraiment une mode de la mobilité en tant que telle. D'accord? Avec bien entendu des overboards qui marchent avec des piles électriques, ce genre de choses. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on définit ce qu'est un marché de niche, on arrive finalement déjà, dans une première étape, à profiler plus ou moins ce qu'est un buyer persona. À qui on va s'adresser? Quel est notre client idéal ou adéquat, peu importe. Et finalement, comment on va lui parler. Donc ça, c'est important de comprendre cet état-là parce qu'une fois qu'on a déjà défini ce qu'est un marché de niche, finalement, on va voir que notre process est beaucoup plus facile. Alors, une fois qu'on a compris ça, la première chose qu'on va aller faire, c'est d'aller sur YouTube, taper top 5 des niches pour 2020, 2021, etc. Et en fait, la plupart du temps, on va tomber sur des youtubeurs qui vont nous donner des vidéos qui, certes, vont ranker parce que l'algorithme de YouTube est quand même bien fait. Le watch time fait que finalement, on arrive à trouver des pseudo-acteurs finalement des diverses thématiques du dropshipping ou de l'e-commerce qui sont soi-disant pertinents. Alors, je vous donne tout de suite, moi, ma mise en garde, mon disclaimer, ça ne marche pas. Il faut arrêter de vous dire que là, moi, je peux citer des noms, Yomi Denzel, Yogio et toute la clique de youtubeurs qui font des vidéos sur les niches, ils savent de quoi ils parlent uniquement en termes d'algorithme YouTube. Sinon, si demain, vous devez vous lancer en tant que commerçant, derrière, le business model n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on vous donne juste des niches comme ça à la volée, on ne vous donne pas spécifiquement tout le process et les méthodes qu'on doit mettre en place derrière pour que ça fonctionne. Parce qu'un e-commerce, c'est une société, c'est une entreprise, et française, je le précise, parce que bien souvent, on vous parle de niche, et puis c'est des mecs qui sont évadés fiscalement, etc. Donc voilà, je tiens à donner ce disclaimer, c'est important. Regardez des vidéos de youtubeurs sur le sujet, ça ne marche pas. Acheter des formations à 997 €, ça ne marche pas. Et surtout, trouver un e-book avec le top 100 des niches rentables et qui rank en plus sur Google en top page, forcément, ça ne marche pas. Pourquoi? Tout simplement parce que dès qu'il y a une volonté à un moment donné de positionnement finalement de la personne qui vous montre cette niche-là, finalement, en fait, c'est toujours la même chose. C'est que dès que quelqu'un vous en parle, c'est plus l'affaire du siècle. Il faut se dire ça. À partir du moment que votre voisin Jean-Kévin vous en a parlé, dites-vous que la niche, vous l'oubliez. Pourquoi? Parce que si c'est arrivé aux oreilles de votre voisin Jean-Kévin, il y a eu déjà des opportunistes bien avant lui qui sont tombés sur la chose. D'accord? Et sur le secteur en question dont il vous parle ou sur l'opportunité dont il vous parle. Alors, l'état des lieux, c'est quoi? L'état des lieux, comme je vous l'ai dit, c'est que vous allez peut-être faire des erreurs en allant sur YouTube, etc. Mais vous avez plusieurs choses qui sont intéressantes. Vous avez des atouts pour réussir. La première chose, c'est qu'on a de la volonté, on a de la motivation.
on a énormément d'énergie quand on se lance au départ. Et votre besoin primaire, c'est de trouver une idée de niche rentable. C'est vraiment ça les starting blocks. La faiblesse, comme je vous l'ai dit auparavant, c'est que vous n'avez pas de plan d'action, vous n'avez pas d'idée, donc vous ne savez pas par où commencer, etc. Vous ne savez pas dans quoi vous lancer. Et puis, les montres en bois, les colliers pour chiens lumineux, les montres en bois Made in AliExpress, tout ça, vous pensez que potentiellement, c'est des idées de niche. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que déjà, votre voisin Jean-Kévin, le facteur, lui, il vous en a parlé. Donc, forcément, l'idée tombe à l'eau. Et en plus de ça, il y a énormément déjà de concurrence sur ces diverses thématiques-là. Et si on vous en parle, comme je l'ai dit, c'est que c'est déjà c'est un plan foiré. Alors, pour justement éviter la chute, pour commencer à vraiment avoir les bonnes steps, si vous avez du budget, c'est tout con. Franchement, j'ai même pas envie de dire que c'est une astuce, mais c'est avant tout de se dire, il faut partir du constat qu'il y a des professionnels qui ont déjà fait le job avant vous, de savoir s'il y a des e-commerce qui sont rentables et viables. Et forcément, il y a des e-commerce, comme dans tout marché, qui sont à l'achat et à la vente. D'accord ? Je vous donne l'exemple de la plateforme d'un ami qui s'appelle Kevin Jourdan, Dotmarket. Vous allez sur Dotmarket, vous avez des e-commerce qui, si vous avez le budget, vous pouvez vous lancer demain avec déjà une équipe de professionnels derrière qui ont fait le job pour checker si éventuellement cet e-commerce-là, il était rentable, il avait une certaine viabilité sur le long terme, et si finalement le business plan tel qu'il était indiqué par le vendeur de la boutique tenait la route. Et ça, c'est important. Tout comme Flippa qui est un peu l'équivalent de Dotmarket, mais en version worldwide, en version mondiale. Et à ce moment-là, sur Flippa, vous avez des gros business. Vous avez même des infopreneurs comme Théophile Hélier, etc., qui vendent leur business sur Flippa. Et Flippa, bien entendu, vous avez des e-commerce qui ont été scannés, vérifiés, d'un point de vue chiffre d'affaires, rentabilité, d'un point de vue aussi projection, parce que comme l'a dit Fabien ce matin, à partir du moment que vous avez tendance à vous lancer sur un marché, un mot-clé, une thématique, il faut se projeter. C'est important de se projeter, c'est important d'essayer de voir quelle est finalement l'opportunité qu'on a là à l'instant T, est-ce qu'elle est viable dans le temps, d'accord ? Ensuite, vous avez des acteurs qui sont spécifiques sur certaines thématiques. Je pense à ma fidèle collègue Isabelle Nguyen, qui est spécialisée justement sur une certaine typologie vraiment d'e-commerce et qui va vous mettre des boutiques clés en main qui tiennent la route. Et là, l'avantage d'Isabelle, c'est aussi tout cet accompagnement vraiment personnalisé. D'accord ? Donc ça, c'est la première astuce. La deuxième, c'est tout simplement, quand vous êtes dans le SEO, vous avez tendance à faire du MFA en long, en large, en travers, c'est-à-dire qu'on va faire du comparatif, du top, des meilleurs, des achetés, du pas cher, etc. Tous ces keywords qui vont nous permettre de ranker en tant que MFA sur des requêtes qui, avant tout, sont là pour de la transaction et qui, d'un point de vue e-commerce, ont une légitimité si on est un e-commerçant. Et de ce fait, venir transformer son MFA en e-commerce, c'est pas du tout déconnant, dans le sens où vous aurez déjà une certaine pertinence aux yeux de Google. Très rapidement, le robot va repasser sur votre site internet, il va détecter des pages de listing, des pages collection, catégories, appelez-les comme vous voulez, des pages produits. Il va découvrir une nouvelle arborescence et là, il va vous donner encore plus de légitimité dans le sens où vous répondez toujours à finalement le besoin actuel de Google le plus important qui est de répondre à l'intention. D'accord ? Et donc voilà, c'est important de comprendre que le transformer un MFA en e-commerce, c'est quelque chose qui est hyper intéressant, surtout si vous en avez en votre possession ou si vous détectez éventuellement des MFA dans certaines thématiques, avec des footprints notamment. On connaît la footprint classique, je pourrais vous la remettre si vous la voulez. C'est ce site participe au programme d'affiliation Amazon EU. Vous mettez ça entre guillemets dans Google et vous avez directement l'ensemble des sites internet en France qui se positionnent sur du MFA. Après, à vous d'aller rechercher une niche sur une verticale, un secteur qui a plus ou moins un certain intérêt pour vous. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire si vous avez déjà un MFA, c'est peut-être intéressant aussi d'en acheter un. Ou c'est intéressant de se dire si on en a un, de le transformer en e-commerce. Si vous avez l'opportunité d'en acheter un, je pense encore à Fabien qui a la plateforme VIP SEO, il a des MFA par exemple qui sont listés sur sa plateforme et potentiellement le SEO qui est derrière, il n'a pas envie de se prendre la tête d'un point de vue e-commerce
pour transformer ce site internet-là en e-commerce. Donc, il va vous le vendre pas cher et finalement, vous connaissez potentiellement l'opportunité business qu'il y a derrière. Pourquoi? Parce que vous pensez de suite au fournisseur qui vend ces produits-là. D'accord? Et au lieu de faire de la monétisation Amazon, comme on le fait classiquement, ou avec des comparateurs de prix, des widgets de prix qu'on met dans des MFA, comme Winamaz, ce genre de choses. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monétiser de bout en bout notre business en ayant vraiment du stock avec un fournisseur, etc. Et ça, le SEO, lui, il ne se prend pas la tête avec ça. Et c'est là où c'est tout l'enjeu finalement de toutes ces opportunités qu'on peut trouver finalement sur ce genre de plateforme. Il y en a d'autres, hein, mais celle de Fabien est bien. Troisième possibilité, trouver des idées de niche à l'aide du SEO. Là, c'est ce qu'on va voir ensemble. Je vous ai mis aussi d'autres choses, mais finalement, avec SEO Observer, SEMrush, SimilarWeb et les expirés, vous avez 4 portes d'entrée pour trouver des niches e-commerce sur lesquelles il y a très peu de SEO qui vont venir se positionner parce que les mots-clés ne les intéressent pas, parce qu'il n'y a pas spécialement finalement de monétisation, parce que le niveau de monétisation les importe peu. Pourquoi? Parce que si vous êtes sur des mots-clés qui sont tout petits, le SEO ne va pas venir se prendre la tête à faire finalement un MFA dessus. Il va faire un MFA sur des machines à pain, mais il va pas faire un MFA sur des petits accessoires d'aquarium pour tortues, par exemple. Je veux dire, on est vraiment sur de l'ultra niche. Mais par contre, nous qui sommes e-commerçants, ces produits qui valent 3 francs 6 sous, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'en termes de valeur perçue et en termes de marge, il y a moyen de faire quelque chose. Donc, on peut s'y intéresser et de suite attaquer du coup cette thématique sans réelle difficulté SEO finalement en face. Alors, premier constat. Comme je l'ai dit, on est dans un event SEO et ce qui est intéressant, c'est avant tout de voir cet aspect SEO de recherche de niche. D'accord? L'aspect SEO de recherche de niche, mais bien souvent, on peut utiliser SEO Observer, qui est un outil très connu. Kevin, il a superbement bien fait le job en termes de features sur cet outil. Et il y a notamment une feature que j'utilise tout le temps, c'est le Niche Finder. Alors, la technique numéro 1 sur le Niche Finder que moi j'utilise, je ne vous ai pas montré les techniques classiques parce que l'idée, c'était de vous montrer quelque chose qui sort un peu de l'envers du décor et qu'on ne voit pas souvent sur YouTube aussi. C'est d'extraire des mots-clés qui n'ont pas de métriques. Alors, je vais à l'inverse, et c'est toujours ça ma méthodologie, je vais toujours à l'inverse de ce que fait un consultant SEO ou de ce que fait finalement la masse de personnes. Pourquoi? Parce que si vous faites pareil, vous aurez toujours, si vous faites la même chose que les autres, vous aurez des résultats similaires. Et nous, ce n'est pas ce qui nous importe. Ce qu'on veut, c'est absolument se dégager une marge et avoir quelque chose de rentable. Donc, pour ça, il faut trouver des thématiques sur lesquelles personne n'est allé encore chasser. D'accord? Ce qu'on appelle les océans bleus. Donc, pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on extrait des mots-clés sans métriques, pas de volume, pas de CPC, pas spécialement d'indicateur de compétition de 0 à 1. Et de là, en fait, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que la plupart du process SEO, c'est de se baser sur des outils. Alors que nous, si on se base finalement sur des idées de mots-clés, et que de suite après, on va aller finalement rechercher la niche qui va avec et le mot-clé associé à cette niche-là, au mot-clé qu'on a trouvé via Niche Finder, en fait, on va s'octroyer finalement ce filtre que eux, les SEO ou d'autres e-commerçants qui font du SEO ne font pas. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller creuser un peu plus au-delà des volumes. Ils se basent tout le temps sur ces fameux volumes de recherche, sur le keyword compétition, sur le CPC ou ce genre de métriques qui finalement ne restent ni plus ni moins que des indicateurs. Alors que quand vous êtes sur de la moyenne et longue traîne et que vous trouvez un keyword, il y a de grandes chances que vous allez rechercher un keyword un peu plus générique sur lequel, là, il y a potentiellement de la concurrence. Mais sur les mots-clés de longue traîne, vous allez avoir beaucoup moins de personnes. Et finalement, avec juste une commande all in title, le mot-clé, vous allez avoir de suite l'indicateur de difficulté sur Google et vous allez savoir si vous pouvez vous positionner finalement sur ce mot-clé. Le fait d'avoir aussi Amazon dans le top 10 des recherches, notamment en première, deuxième, troisième, dans le top 5, grosso modo, des premières positions, c'est un super indicateur. Ça vous indique que Google, finalement, il n'a pas encore détecté d'un point de vue autorité et d'un point de vue contenu, finalement, un acteur qui était pertinent sur la thématique. Et de ce fait, il y a de grandes chances que vous vous positionnez assez facilement sur la thématique. Moi, en tout cas, c'est un de mes critères
principale, c'est de me dire, si j'ai une marketplace qui se positionne sur le mot-clé, ça veut dire que, entre guillemets, ça sent bon et qu'il y a possibilité d'aller creuser un peu plus la niche. Là, je vous donne un exemple classique. Accessoire poêle à bois, c'est un mot-clé que j'ai extrait finalement sur Google. C'est ce mot-clé-là, le premier mot-clé qui était extrait, c'était installation de poêle à bois. Ensuite, j'en ai déduit les accessoires de poêle à bois parce que maintenant, j'ai un peu l'habitude et j'essaie de taper tout ce qui est acheté, pas cher, accessoires, etc. Et je réussis à avoir finalement des mots-clés qui sont en général des suggestions du mot-clé qu'on retrouve dans le Niche Finder. Et ensuite, ça me permet de remonter sur la thématique principale. D'accord? De là, poêle à bois, ben, vous pouvez partir sur Brasero, ce genre de choses. Et là, potentiellement, ce que vous allez faire, ce que vous devez faire, c'est avant tout rechercher un fournisseur. C'est là tout l'enjeu. D'accord? Donc, première technique, finalement, SEO Observer. Ensuite, deuxième technique. Ça, c'est un classique. Je l'ai déjà donné lors d'autres conférences. Je remets parce que les gens, des fois, ils ne comprennent pas et que c'est, alors que finalement, c'est assez simple. Vous utilisez SEMrush. SEMrush, c'est vraiment l'outil qui vous permet d'avoir une base de keywords très importante. Et du coup, c'est finalement du grain à moudre quand vous êtes e-commerçant ou consultant SEO. Pourquoi? Parce que c'est là où finalement, vous avez tout intérêt à venir rechercher vos idées de niche. Alors, pour ça, on utilise la puissance d'Amazon. La puissance d'Amazon, Amazon, la marketplace, tout le monde connaît. Et Amazon se positionne d'un point de vue SEO sur énormément de mots-clés génériques. Donc là, on voit la part de trafic Amazon est quasi de 80% sur des mots-clés génériques. Donc, ça sous-entend qu'à 80%, leur trafic n'est pas lié à la marque Amazon, mais lié finalement aux mots-clés génériques sur lesquels Amazon se positionne. Et c'est là tout l'enjeu. C'est-à-dire que nous, on va aller utiliser l'autorité d'Amazon pour aller filtrer tous les mots-clés sur lesquels Amazon se positionne. Et grâce à ça, on va aller effectuer un deuxième filtre qui est le volume de recherche qui est tapé sur le mot-clé où se positionne Amazon. C'est-à-dire qu'on va avoir un mot-clé sur lequel Amazon se positionne. Et ce mot-clé-là, il est recherché entre 1000 et 10 000 fois par mois, d'accord, par les internautes. Ça, c'est intéressant pour nous. Pourquoi? Parce que c'est des petits volumes de mots-clés en termes de recherche. Et c'est intéressant parce que d'un point de vue difficulté, c'est des petites portes d'entrée qui nous permettent de rentrer dans des niches assez facilement. Et ensuite, au fur et à mesure, gagner en autorité pour avoir finalement un site qui tient la route et qui peut se positionner face à d'autres acteurs importants de la niche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On filtre les mots-clés sur le nom de domaine Amazon.fr. On regarde le top 10 et moi, je regarde plutôt le top 3 même des différents mots-clés sur lesquels se positionne Amazon. Et de là, on a de suite une première idée. D'accord? On va creuser ça. La deuxième technique qui est sur SEMrush, c'est de se dire, on filtre les mots-clés sur Amazon. OK, c'est bien de filtrer les mots-clés qui sont sur Amazon. Mais là, on va avoir des mots-clés historiques. D'accord? Moi, je vous donne un petit tip. Cela, c'est qu'il y a forcément des saisonnalités dans l'e-commerce. La plupart des e-commerçants ont des plans d'action commerciale. Et du coup, il y a aussi une logique finalement d'enjeu commercial important dans le sens où il y a des nouveaux produits qui sont tout le temps sortis par les e-commerçants et qui arrivent sur leur boutique. Et c'est pour ça que c'est intéressant finalement de voir sur quoi se positionne Amazon dans les 30 derniers jours. Pourquoi les 30 derniers jours? Parce que potentiellement, si Amazon est arrivé en top 10 sur les 30 derniers jours sur un mot-clé de données, ça vous donne une idée de niche qui est là, qui est toute neuve. C'est-à-dire que la thématique est encore toute fraîche et vous pouvez arriver avec finalement un peu cette avance-là sur pas mal d'e-commerçants. Donc, il faut croiser ça aussi avec Google Trends parce que c'est un bon indicateur. Quand vous croisez finalement les deux datas, à la fois les mots-clés qui sont tapés dans l'hexagone dans les 30 derniers jours sur Google Trends et que vous recherchez un peu dans les bas-fonds de Google Trends, vous allez voir des choses intéressantes. Et là, par exemple, collier pour chat de luxe, ça peut être quelque chose qui potentiellement a une certaine pertinence. D'accord? Amazon figurine pop, là, on voit clairement que maintenant, les figurines pop, c'est quelque chose qui est déjà établi depuis quelques temps, mais ça arrive sur Amazon et potentiellement, il y a peut-être quelque chose à faire si on a une licence pour vendre des figurines pop en SEO. Donc, après, à creuser, mais bien entendu, le fait d'avoir toujours un ranking et un résultat de recherche qui nous montre qu'Amazon est arrivé sur la thématique, ça, c'est un potentiel indicateur aussi qu'il y a aussi du côté d'Amazon, d'un point de vue des e-commerçants, des vendeurs de la marketplace,
un besoin de se positionner sur ces mots-clés-là et qu'eux aussi sont en train de faire le taf d'un point de vue SEO Amazon. D'accord? Donc, une fois que vous avez compris cette logique-là, c'est assez simple finalement de trouver des thématiques juste grâce à Amazon, quoi. Moi, j'en trouve tous les jours grâce à Amazon. Et là, l'idée, c'est de vous montrer plusieurs aussi aspects et un spectre assez large finalement dans ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai qu'il est intéressant de focus aussi sur Amazon parce que les vendeurs Amazon, c'est avant tout les premiers e-commerçants de France. Technique numéro 3. Pour rester toujours sur Amazon, là, c'est un petit mix Magistix et Semrush parce que vous pouvez faire sur l'un ou l'autre, Ahrefs aussi, hein, peu importe finalement l'outil. C'est juste pour vous donner un peu l'idée. C'est que Amazon a un profil de backlink. D'accord? Qui dit profil de backlink dit que la plupart des SEO qui font du MFA, c'est-à-dire du Made for AdSense, Amazon, pardon, Made for AdSense, c'était à l'époque, bon, ça se fait encore, mais il y a beaucoup moins de revenus sur ces typologies de sites. Mais si on fait du MFA, donc exemple selecto.eu, exemple tous ces gros sites internet qu'on connaît, il y avait Marine 2017 qui est devenue Consolab, tous ces sites internet-là, ils ont un point commun, c'est que leur monétisation est autour finalement de l'affiliation Amazon. Donc, la plupart du temps, ces sites internet-là, hormis ceux qui commencent à bien faire le job depuis quelques temps, ils envoient des backlinks à Amazon. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans une page comparative, top 10, meilleur, etc., ben, il s'avère que vous avez forcément un produit qui vous est présenté avec une encre qui est achetée sur Amazon, voir sur Amazon, ou cette typologie, ou aller sur Amazon, ou voilà. Et ces typologies d'encre qui sont assez spécifiques de ces MFA, de ces sites d'affiliation dédiés à Amazon. Et du coup, bah, c'est un très bon filtre pour savoir quelles sont les thématiques sur lesquelles des SEO ont commencé à travailler d'un point de vue affiliation pour nous venir se positionner en tant qu'e-commerçant. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez déjà finalement le travail qui est effectué en amont par le biais du consultant SEO qui a monté le site internet et qui s'est pris la tête à le faire ranker. Donc, une bonne idée, c'est quoi? C'est de filtrer finalement sur Semrush ou sur Majestic les encres de liens qui pointent sur Amazon, qui contiennent acheter sur Amazon ou voir sur Amazon, etc. Et du coup, là, bah, vous avez finalement aussi une bonne technique pour trouver finalement des thématiques de niche assez variées. Ensuite, là, je n'ai pas voulu faire de l'auto-promo sur notre outil Seller Pulse, mais voilà, vous pouvez aller le voir, hein. C'est un outil qui vous permet de faire de la recherche de produits sur Amazon et sur AliExpress en priorité. Et du coup, il y a énormément de dropshippers qui l'utilisent pour voir quels sont les produits qui sont le plus vendus dans le monde sur AliExpress. Et du coup, si vous savez quels sont les produits qui sont vendus le plus dans le monde sur AliExpress, d'un point de vue volume vendeur, c'est-à-dire là, ce qu'on fait, c'est un extract des volumes de vente qui sont faits sur la marketplace AliExpress, ben, vous allez pouvoir voir quelles sont les opportunités en France qui ne sont pas finalement déjà prises. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de produits, par exemple, qui se lancent sur le marché russe, sur le marché anglophone, sur le marché USA. Et du coup, si ces différents produits sont lancés aux États-Unis, vous pouvez avoir finalement toujours une longueur d'avance en lançant ces produits-là assez facilement en France parce que ces produits ne sont pas encore vendus en France ou que ces produits-là ne sont pas encore d'un point de vue SEO finalement concurrentiel. Et c'est ça qui est intéressant. Donc la première technique sur Seller Pulse, c'est quoi? C'est de filtrer des produits qui sont vendus dans les 30 derniers jours avec un minimum de 300 ventes. Donc ça, c'est vraiment les tips que je vous donne qui sont essentiels parce que c'est très important d'avoir 300 ventes. En sous-entend qu'en fait, bah, vous avez ce produit-là qui se vend un minimum à 10 unités par jour. Et pourquoi 10 unités par jour? C'est un peu le facteur qui vous permet de savoir si finalement c'est intéressant ce produit-là, parce que c'est ce qui va vous permettre de dégager déjà un premier levier de chiffre d'affaires et sous-entendu ensuite de rentabilité. D'accord? Technique numéro 2, c'est de supprimer les produits vendus en France. Donc du coup, vous avez un filtre qui est dédié à ça, sur lequel on s'est pris la tête avec Jawed, le développeur, sur lequel vous pouvez voir exactement quels sont les produits les plus vendus dans le monde expédiés par AliExpress sur les autres marchés hors France. Et c'est intéressant parce que ben là, vous avez les top produits, les winners, comme ils les appellent souvent dans le milieu du dropshipping. Et ces winners-là, c'est des produits qui potentiellement sont initiateurs d'une tendance, sont des premiers produits qui arrivent sur une niche, ou je vous donne par exemple
une typologie de produit sur lequel il y a une bonne trend en ce moment, c'est les fameuses manettes de smartphone. Les fameuses manettes de smartphone dédiées aux FPS sur smartphone. Les FPS sur smartphone, ils ont été grosso modo à leur apogée l'année dernière. Vous avez des Call of Duty, vous avez PUBG, ce genre de FPS très connus qui sont passés sur les versions mobiles parce que maintenant les téléphones mobiles permettent vraiment de pouvoir jouer sur son téléphone, sur son smartphone assez aisément. Et de ce fait, il fallait au bout d'un moment qu'il y ait cette maniabilité, qu'il y ait ce gameplay qui soit revenu à l'état d'origine versus ce qu'on avait sur les consoles de salon. Et forcément, il y a des produits qui ont été créés pour, et notamment des manettes qui vous permettent d'insérer votre smartphone et de pouvoir jouer directement avec l'aisance d'une manette d'une console de salon. Et ça, c'est une typologie de niche qui, par exemple, arrive très fort en SEO et qui a un volume assez intéressant. Et moi, je l'avais déjà détecté depuis un long moment avec Seller Pulse. Ensuite, autre technique. Vous avez aussi des plateformes finalement qui recensent l'ensemble des Shopify, donc Shopify, le CMS e-commerce, très utilisé par les dropshippers, sur lequel finalement ces plateformes-là, c'est un peu les outils de spy tool, les outils d'espionnage, hein, comme ils aiment bien dire, des dropshippers. Et en fait, nous, on va utiliser finalement les outils qu'utilisent les dropshippers d'un point de vue Facebook Ads, c'est-à-dire que ces outils-là, les dropshippers, ils ont tendance à faire quoi? À les regarder. Qu'est-ce que vendent les différents sites internet qui sont listés sur Shopistore notamment, qui est un des sites internet qui propose de lister tous les Shopify. Et en fait, nous, l'idée, c'est de prendre à contre-pied cette méthode. Les dropshippers, eux, ils vont voir ce que le site internet vend d'un point de vue Facebook Ads. Nous, on va aller regarder la viabilité SEO de ces différents sites internet. Donc, vous avez plusieurs techniques, j'en ai listé 2 ici. C'est de filtrer finalement les boutiques de niche qui sont sur Shopistore. Donc, vous avez aussi une extension Chrome qui s'appelle Link Gopher qui vous permet de faire un extract des liens assez facilement sur une seule page. Et du coup, juste en faisant un copier-coller de tous les liens que vous avez sur la page, ça va vous ressortir en fait les domaines. Vous les insérez dans SEO Observer et vous savez de suite si finalement tous ces acteurs-là, tous ces sites internet-là qui sont listés sur Shopistore, est-ce qu'ils ont des réelles métriques SEO, d'accord? Et c'est là où vous allez dénicher finalement des niches assez simplement parce que eux, ils sont sur une monétisation type Facebook Ads et vous allez arriver avec une monétisation SEO ou Google Ads en complément. D'accord? Il y a aussi une deuxième petite technique qui est assez simple. Bon, pour les plus old school d'entre nous, vous pouvez faire un scan avec Xenu, qui est un outil sur Windows, qui est un crawler sur Windows et qui vous permet, avec une petite option qui s'appelle Show Broken Links, dans des options de navigation de l'outil, de voir directement l'ensemble des sites internet qui ne répondent pas. Donc, un peu à la manière d'une recherche d'expiré classique sur un site d'annuaire ou ce genre de choses. Là, on va le faire sur des sites qui listent des sites de dropshippers. Pourquoi? Parce que finalement, les dropshippers, ils ont toujours cette méthode-là qui est de mettre énormément d'argent dans Facebook Ads, de gagner un certain temps leur vie grâce à ça. Et puis finalement, ce produit-là, comme tout produit, il a un cycle de vie. Et à ce moment-là, ils vont, entre guillemets, épuiser leur audience sur Facebook. Et grâce finalement à l'épuisement de l'audience et au fait que ce produit-là, il soit, entre guillemets, rincé, au bout d'un moment, le dropshipper, il passe à autre chose. Et qui dit passer à autre chose dit que ces dropshippers-là font souvent des monoproduits, c'est-à-dire des sites internet qui mettent en avant un seul produit. Et ils ont tendance à abandonner le nom de domaine. Et s'ils abandonnent le nom de domaine, c'est très bien pour nous. Pourquoi? Parce que nous, ça nous donne une base déjà de contenu, si on a envie de reprendre le contenu qui est dessus. Après, voilà, c'est pas spécialement, on va dire, légal dans l'approche, parce que si, par exemple, ce contenu-là, il était protégé ou que de toute façon la personne qui était titulaire et auteur du contenu venait à vous le réclamer, là vous auriez des problèmes. Mais dans tous les cas, c'est intéressant d'aller chercher cet expiré-là pour avoir déjà une base de travail et se dire ok, lui il a exploité le filon finalement avec Facebook Ads, mais moi ce produit-là il n'est pas rincé d'un point de vue Google et je peux encore l'exploiter pendant un laps de temps très important. Je vous donne des exemples de niches. En 2015, j'étais sur des niches de pêche et je vendais des petits accessoires, c'était des leurres avec une petite LED et un vibreur.
Et en fait, ce produit-là, leur LED vibrant ou leur LED tout court, c'est un mot-clé qui, encore de maintenant, fait des ventes. Et en fait, c'est ce produit-là, depuis 2015, c'est quelque chose qui était déjà rincé d'un point de vue dropshipping. Pourquoi? Parce qu'il a été déjà vu par toute l'audience de Facebook et puis ça a coûté trop cher finalement de le vendre sur Facebook. Donc, en SEO, il y a toujours une opportunité là où les dropshippers, eux, ils voient finalement une certaine résilience. Ensuite, autre technique finalement qui peuvent être intéressantes, c'est aussi de se dire finalement, on scrape la data des marketplaces. Alors, je vous ai donné un peu une liste de footprints que j'avais mis dans un des events d'Elliott qui est lié en fait aux différentes marketplaces. Donc, vous avez les footprints pour Amazon, Rakuten, eBay, Rue du Commerce, etc. Tout ça, c'est des footprints pour récupérer des profils de vendeurs. Et qui dit récupérer des profils de vendeurs dit que potentiellement on va extraire en fait finalement les pages de ces profils vendeurs et avec ça, juste avec dans la title, on va pouvoir déceler un certain nombre d'idées de mots-clés, d'idées de niches intéressantes. Pourquoi? Parce que souvent, on va les regarder par le biais finalement des footprints, aussi le nombre d'évaluations qu'ils ont, le nombre de ventes, etc. Et s'ils vendent énormément sur Amazon, des fois il y a de potentielles chances, et ça arrive très souvent, que ces vendeurs ne sont pas présents à SEO. D'accord? Et ça, finalement, c'est une opportunité de marché à saisir. Pourquoi? Parce que ils peuvent pas être sur plusieurs verticales et de ce fait, ils ont une certaine problématique d'un point de vue peut-être scalabilité ou aussi organisation ou peut-être qu'ils n'ont pas les compétences en interne. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est de venir tout simplement faire, je vous donne un exemple assez atypique. J'avais un client qui était un des premiers sur les colis anti-aboiement sur Amazon. Et d'un point de vue SEO, il n'était pas top 1. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait focus son travail sur Amazon. Et c'est vrai qu'il générait énormément d'argent sur Amazon, mais à côté de ça, il avait délaissé tout le canal SEO, alors que ça devrait être normalement sa pierre, ses fondations finalement de son business. Bon, voilà, et maintenant, il a bien compris la problématique et du coup, il se lance en SEO. Donc voilà, c'est une typologie d'exemple qui arrive très souvent. Ensuite, il y a des choses que finalement on ne voit jamais, mais moi je suis commerçant avant d'être e-commerçant. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est d'un point de vue finalement recherche de niche, c'est toutes les ventes domaniales. Alors les ventes domaniales, c'est les ventes de la Direction nationale d'intervention domaniale. Et c'est quoi? C'est tout simplement en fait le bureau qui va venir saisir entre guillemets les biens d'un certain nombre de particuliers qui n'ont pas tout simplement qui sont retrouvés dans cette situation, sans rentrer dans les détails. Et de ce fait, il y a énormément de petites sous-thématiques qui sont intéressantes sur le site des ventes aux enchères, notamment les animaux, sport et loisirs, high-tech, etc. Je vous ai listé là toutes les thématiques. Et ce qui est intéressant, c'est de filtrer aussi sur toute la partie objet et magasin pour avoir des idées de niche. Et d'un point de vue stock aussi, ça peut être intéressant parce que si vous avez trouvé une viabilité d'un point de vue SEO, rien ne vous empêche d'aller tout simplement à la vente aux enchères et personne ne va spécialement s'intéresser à ces produits que le vendeur s'est fait saisir. Pourquoi? Parce que peut-être que d'un point de vue commerce physique, c'est pas intéressant, mais d'un point de vue e-commerce, ça peut l'être. Et d'un point de vue aussi recherche de niche, ça peut l'être. Et du coup, vous avez de suite, des fois, une liste de fournisseurs et surtout un catalogue produit déjà disponible parce que vous avez tout simplement racheté ce stock-là. Et souvent, vous faites de très belles affaires parce qu'il y a rarement du particulier qui a une compétence SEO qui en général, a tendance à se déplacer sur ces événements-là. Donc, c'est intéressant d'y aller et d'avoir ce regard toujours SEO et e-commerce. Okay, dans la continuité finalement de cette recherche de produits physiques, vous avez par exemple une technique que moi je connais bien, qui est la technique numéro 1 qu'on doit faire dans les GSS, les grandes surfaces spécialisées. C'est tout simplement de se déplacer et de regarder ce qu'il y a en tête de gondole. Pourquoi? Parce que si vous regardez ce qu'il y a en tête de gondole ou en fond de magasin, c'est une très bonne technique pour trouver des mises en avant de produits qui ont été faits par les responsables de rayon. Je vous en parle en connaissance de cause. J'ai été responsable de rayon chez des discounters, j'ai été directeur de magasin et je sais exactement comment ça fonctionne. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que vous avez souvent des accords de marque et vous avez des mises en avant de produits qui souvent, c'est des produits qui arrivent aussi sur le marché et qui potentiellement ont un intérêt. Et c'est pour ça que c'est important aussi de regarder d'un point de vue SEO et de se dire, OK, ce produit-là, est-ce que j'arrive à identifier finalement
le mot-clé auquel que je devrais taper sur le moteur de recherche pour trouver finalement en fait, les produits qui sont devant moi. Et souvent, on n'arrive pas à définir un mot-clé de suite à ces différents objets qui sont devant nous. Et ça, c'est intéressant parce que c'est le premier signe indicateur d'une niche. Et si on a de suite, finalement, un intérêt pour les produits ou qu'on se dit il y a une potentielle, démarche de niche à les faire, à les rechercher, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est tout simplement prendre en photo les produits et ensuite, quand on arrive chez soi, on fait cette recherche. On prend le temps de rechercher. Moi, je vous le dis, je vais très souvent chez Truffaut, Jardiland, Leroy Merlin, etc. Parce que souvent, les vendeurs qui sont dans les thématiques aussi, dans les différents rayons, ils sont spécialisés dans leurs différentes thématiques et ils vont souvent vous trouver des produits qui n'ont rien à voir d'un point de vue recherche versus finalement l'intérêt qu'il y a pour la niche. Et ça, c'est assez intéressant aussi, finalement, des fois, d'avoir un peu de réseau dans ces magasins-là. N'hésitez pas à poser la question, quels sont les différents produits qui sont sortis dans votre rayon? Est-ce que vous avez des produits qui arrivent? C'est quoi un peu la tendance? Parce que nous, on reste derrière nos écrans, mais bien souvent, c'est aussi sur le terrain que ça se passe. Et c'est assez intéressant de voir finalement ce qui se passe avec des vrais vendeurs qui, eux, c'est leur job toute la journée. D'accord? Je vais donner un exemple ici. C'est des livres sur les produits japonais. Des livres de produits japonais, finalement, j'ai commencé à bouquiner un peu pour ces livres-là. J'en ai pris un qui parlait d'encens japonais. Et de là, je suis tombé sur une tête de gondole au bout du rayon qui était des encens japonais. Et ensuite, je me suis intéressé à cette thématique-là. D'accord? Alors, pour vous donner une ordre d'idée et un exemple concret, encens japonais. Donc, encens japonais que je vous ai dit, je suis tombé sur cette tête de gondole-là. J'ai regardé les produits, j'ai tapé encens japonais sur Google. Je me suis dit, putain, Amazon, il est dans le top 10. Ce serait intéressant de voir quels sont les acteurs. Là, je commence à m'intéresser aux différents sites e-commerce qui se positionnent. Et là, qu'est-ce que je trouve? Je trouve une très faible concurrence finalement sur cette thématique. Un des premiers qui se positionne, c'est ce PrestaShop-là, qui est assez simpliste en approche. Et je me rends compte que finalement, avec très peu de RD, il doit en avoir une 60aine de mémoire, il se positionne sur ce mot-clé-là. Il est spécialisé dans les objets qui proviennent du Japon. C'est un segment vraiment atypique. Sa clientèle, en général, c'est des gens qui habitent en France, en Europe, ou des Japonais qui ont une certaine appétence pour ces produits-là, qui sont amateurs de ces produits-là, ou tout autre type de buyer persona. Et ça, c'est intéressant finalement de voir comment on peut finalement attaquer la niche, parce que avec des petits acteurs qui sont déjà positionnés, vous avez déjà le profil de votre buyer persona, parce qu'avec leur catalogue produit, vous avez déjà une idée de qui est finalement votre client idéal. D'accord? Donc là, on voit qu'ils vendent des encens japonais, des kimonos, des yukata, tout ce qui est céramique japonaise, et on voit que finalement, c'est sa thématique. D'accord? Et une fois qu'on connaît finalement le premier acteur, comme dirait mon pote Elliot, on déroule la pelote et on continue à aller regarder quels sont les autres acteurs. Et de là, on arrive finalement un peu à cerner le marché et à savoir si cette niche-là a une viabilité SEO ou si c'est finalement très concurrentiel. Ouais, Du coup, coup, il restera 5-10 minutes. D'accord, je suis pile poil, c'est bon. Du coup, dans l'approche, quand on trouve ce genre de site internet, donc là, je vous ai montré un PrestaShop assez simpliste, vous allez souvent dérouler cette fameuse pelote à la recherche de finalement d'autres acteurs qui sont sur cette thématique-là, et vous tombez sur des acteurs comme celui-là, qui est un ancien, c'est vraiment le site old school, et vous allez trouver vraiment énormément de sites internet sur le marché français qui ont cette typologie-là. Souvent, ils ne sont pas responsives, ils sont souvent sur des CMS qui sont vraiment à l'ancienne, du type Power Boutique ou ce genre de sites internet e-commerce qui sont d'un autre temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que potentiellement, si eux, entre guillemets, ont résisté aux différents filtres Google, ça sous-entend que finalement, comme disait ce matin Fabien aussi, leur corpus, leur sémantique est clean, c'est-à-dire ils répondent quand même à l'intention de recherche de Google, de l'internaute sur Google, et qu'il y a quand même un intérêt finalement au niveau de leurs produits. Donc, vous allez arriver avec une nouvelle approche. Là, on voit par exemple cet acteur historique. Il avait une petite campagne AdWords que j'ai scannée qui était de 2012 à 2018. Il rank en SEO.
il est positionné, il a un certain nombre de positions assez intéressantes, et surtout, il est que sur des mots-clés où finalement, il passe sous les radars de la plupart des SEO ou de la plupart des boutiques qui sont des gros acteurs dans sa thématique. Mais d'un autre côté, entre guillemets, il ramasse les miettes, mais c'est des grosses miettes quand même, et c'est ça qui est intéressant. Donc, on voit il est comme l'autre, hein, il vend des encens japonais, des porte-encens. Et comme vous le voyez, hein, il a quand même. Donc, on voit qu'il est actif hein, parce qu'il y a des informations sur le Covid. Donc, il continue à expédier les produits, il fait vraiment le job. Mais c'est vrai que c'est quand même un site hyper old school, mais ça tourne. Voilà. Autre approche, forcément, qui dit marché de niche, dit potentiel dropshipper qui viennent se placer. Si ces produits-là, ils sont sourçables. Donc là, lui, c'était un peu l'opportuniste. Hein, il est arrivé, il s'est placé. C'était un thème gratuit. Il s'appelle natureensemble.com. Il se dit sur un malentendu, ça peut marcher. Et puis là, effectivement, ça marche pour lui. Parce que finalement, avec pas un profil de netlinking très énorme et pas forcément finalement un gros travail derrière en termes de contenu, il arrive à se positionner. En plus de ça, il part finalement avec tous les avantages du dropshipping que les acteurs précédents n'avaient pas, c'est-à-dire pas besoin de faire du stock, donc essentiellement un budget alloué au marketing, à la popularité et à la création d'une brand awareness, d'une image de marque intéressante. Et finalement, il va convertir forcément beaucoup plus rapidement et beaucoup plus vite et beaucoup plus que ses concurrents. D'accord ? Donc, produit AliExpress et un thème Shopify classique. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que finalement, c'est des produits AliExpress. Hein. Donc là, c'est clairement un des produits que j'ai vu qui était sur sa boutique. Et quand on va regarder un petit peu plus, finalement, les différents produits qu'il vend, on se rend compte que tout son catalogue, il a pompé sur AliExpress, il ne s'est pas trop pris la tête. Donc, si vous voulez avoir une approche beaucoup plus intéressante, je vais du coup passer à Jackie une liste de fournisseurs européens de qualité sur lesquels vous pouvez aller chercher tout simplement des produits que vous pouvez vendre en dropshipping notamment, mais qui ont une norme européenne et qui sont finalement et qui ont passé tous les tests de contrôle. Ça, c'est intéressant parce que là, vous partez finalement avec l'avantage du dropshipping qui est de ne pas avoir la gestion de stock et l'expédition rapide parce que les entrepôts des différents fournisseurs sur cette liste-là sont essentiellement en Europe ou en France pour certains. Donc, c'est intéressant d'avoir ça. Donc, je passerai ça à Jackie et puis on verra comment il va vous le transmettre. Vous pouvez lui envoyer un message ou m'envoyer un message et je ferai et je mettrai en pièce jointe cet Excel-là. Donc, on voit clairement que c'est un opportuniste, ce dropshipper-là, mais finalement, c'est une première étape pour lui à aller faire du stock. Donc, il ne faut pas le blâmer non plus, hein, parce que ça peut être potentiellement quelque chose d'intéressant pour lui. Et la deuxième approche, c'est quoi ? C'est que finalement, il répond à l'intention de recherche et du coup, il se positionne et il vend quand même ses produits, même si l'utilisateur attend peut-être 2 semaines, voire 3 semaines avant d'arriver à avoir ses produits. Donc, on voit son profil de lien. On voit qu'il commence finalement à ranker. Donc, moi, ce que j'aime bien voir quand même sur ces trafics et mots-clés SEMrush, c'est que souvent, on a 2 cas de trafic qui sont visibles sur SEMrush, mais en réalité, sur les sites e-commerce, tout référent confondu, vous avez entre 8 à 10 cas. Donc, en général, moi, je fais un petit coef 2,5, 3 pour avoir réellement l'impact et la visibilité du site Internet en termes de trafic. Après, ça a pondéré en fonction aussi des différents sources de trafic. Et c'est important aussi d'aller checker avec SimilarWeb s'il n'y a pas d'autres sources de trafic, notamment comme Pinterest en organique, par exemple, ou des groupes Facebook. Alors jusqu'à là maintenant, on parlait de recherche de niche. Je vous ai montré un exemple, etc. et différents sites internet qui parlaient finalement qui illustraient une niche. Mais dans tout ça, la rentabilité, elle est où ? La rentabilité, moi, avec mes élèves, fait un template de benchmark pour valider une niche. D'un point de vue, donc ça aussi, je le passerai finalement à Jackie. Comme ça, vous avez finalement le template pour le benchmark et vous avez les fournisseurs. Il ne reste plus qu'à aller finalement rechercher la niche. Ça, c'est pour la Community Garden. Comme ça vous permet finalement d'avoir ce template-là que nous, on utilise tous les jours, qui nous permet d'aller valider une niche d'un point de vue SEO et d'un point de vue aussi chiffre d'affaires. Alors, c'est pour ça que vous avez des colonnes
qui n'ont rien à voir avec le SEO. Et c'est ça tout l'intérêt finalement de ce qu'on fait nous, d'un point de vue e-commerce de niche, c'est qu'aussi on va valider la rentabilité. Donc, vous allez devoir faire un travail quand même qui est important, notamment d'aller chercher le chiffre d'affaires des sociétés sur lequel, qui sont associés aux différents sites d'Internet qui se positionnent sur le mot-clé qui vous intéresse, le nombre de produits par boutique, vérifier si y a un guide d'achat ou non, vérifier si une stratégie de content marketing, s'il y a un nombre de pages de content intéressant et de vérifier aussi l'écosystème social. Tout ça vous donne un très bon indicateur quant à la rentabilité, mais ce qui nous intéresse essentiellement, c'est de voir aussi les comptes de résultats sur société.com. Donc moi, c'est comme ça que je travaille. Ça me permet facilement de me dire, bon, cette niche-là, elle est intéressante. Et derrière, je vais mettre tous les leviers marketing et je vais mettre en action tout ce que je peux faire d'un point de vue conversion pour aller faire ce que ne font pas les anciennes boutiques old school et sur lequel je vais avoir beaucoup plus d'impact forcément en bout de chaîne. Voilà, ça c'était pour le template. Vous verrez les différentes colonnes. Il y a vraiment il y a pas mal de colonnes. Je vous ai mis qu'une partie de l'Excel parce que je ne pouvais pas tout mettre dans la slide, mais vous allez voir que c'est assez complet. Voilà, j'espère que vous avez du coup tous les éléments maintenant pour du coup vous lancer dans une thématique de niche et surtout ne pas vous faire avoir en vendant des montres en bois ou des colliers lumineux pour chiens. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Abdel. Merci à vous. Alors, je vois pas le. Attends, je peux couper le partage? C'est fait, je l'ai fait. Ok, ça marche. Tu peux le couper aussi si tu veux. Ouais, je vais me remettre sur le. Parce que je vois Merci pas beaucoup, moi le. c'était super. Merci à vous pour l'accueil. C'était très clair. Voilà, donc plein de tips, plein de choses intéressantes. Donc, on a eu pas mal de réactions sur les chats. N'hésitez pas à poser vos questions pour qu'on puisse les poser directement à Abdel. Toi, Jackie, des choses que tu avais l'habitude de voir? Excuse-moi? C'était des choses que tu avais l'habitude de voir ou en général C'est des choses qu'on ne voit pas, nous, du côté SEO, tu vois. C'est pas toujours des méthodes de travail que les SEO utilisent. Moi, ça me semble logique, tu vois, d'aller voir les sociétés.com, etc., pour voir si un site fait de l'argent ou pas. Après, de là, aller chercher le vendeur qui met des têtes de gondole et tout et lui poser des questions, bon, ça, je le ferai. Ça, je le fais pas parce que j'ai pas l'habitude et j'y ai pas pensé, pour le coup. Mais effectivement, tu vois, il y a des choses intéressantes. Non, tu as donné plein de choses très intéressantes. Et je pense que le chat est complètement d'accord avec moi pour dire que voilà, tu as délivré de la valeur. Super. S'il y a des questions, on est dans le bon timing, donc c'est cool. D'habitude, Patrick, il a tendance à me dire fais attention aux slides parce qu'il y en a beaucoup. Là, on a dépassé un tout petit peu. On était censé finir là il y a 4 minutes, mais honnêtement, tu es le dernier à passer. Donc, on va prendre un peu notre temps pour te poser des questions quand même. N'hésitez pas à les poser. Puis je vais te laisser, Patrick, peut-être si tu veux. Yes. Sinon, je peux le faire aussi. Ouais, mais c'est bon, c'est bon. Bon, alors, on va commencer. Bon, ça fait plus, mais ils sont tous à la poser. Quand est-ce que tu rouvres ta formation et qu'elle sera finie à 100%? Voilà. Quand est-ce que je réouvre ma formation et qu'elle sera finie à 100%? Alors, elle va être finie à 100% d'ici 15 jours, 3 semaines. Et quand est-ce que je réouvre la formation? C'est au mois de février. Ok. Est-ce que tu as des outils SEO adaptés aux e-commerçants? Des outils SEO adaptés, ceux que j'ai cités, ils sont déjà, on va dire, c'est la plupart du temps. Moi, le combo, c'est SEO Observer, Your Text Guru. Après, il y a des petits acteurs qui sont intéressants que j'utilisais vraiment sur de la niche comme SEO Cockpit. Il y a aussi notamment Cocolize que j'aime bien et Serped. Mais c'est vraiment quand vous avez un petit budget, que vous voulez vous lancer sur on va dire sur une thématique et que vous n'avez pas besoin d'avoir l'ensemble, on va dire, des métriques, c'est que vous voulez vous concentrer sur l'essentiel. Mais le combo SEO Observer et Your Text Guru, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Après, d'un point de vue e-commerce, ça dépend. Est-ce que c'est des autorépondeurs ou ce genre de choses? Parce que sinon, si on part sur ça, oui, il y a Klaviyo pour les flows d'email. Ça vous permet de scorer quand vous êtes un e-commerçant vos différents leads et leur point d'entrée d'un point de vue interaction avec votre e-commerce. Après, vous avez aussi des outils finalement de gestion de marketplace comme Shopping Feed ou Shipping Boo qui vous permet
de vendre aussi sur des marketplaces et puis de gérer votre stock. Après, d'un point de vue SEO, je pense que tout le monde les connaît, hein, Majestic, etc., quoi. Une question qui revient beaucoup aussi, c'est comment est-ce que tu fais pour trouver des fournisseurs européens? Voilà. Alors, je tape tout sauf fournisseur dropshipping. C'est vraiment le… Et puis, en général, j'évite de regarder la première page parce que c'est le meilleur moyen finalement de trouver ce qu'on ne veut pas. Et ce qu'on ne veut pas, c'est des intermédiaires. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est essentiellement finalement des petits fournisseurs. Ces petits fournisseurs-là, il y a quelque chose que les gens oublient souvent, c'est d'utiliser finalement le code APE. Le code APE, c'est assez facile de le footprinter. Et du coup, ça vous permet assez facilement aussi, via société.com notamment, de trouver des personnes qui sont sur certaines verticales, avec des footprints, entre parenthèses, fournisseurs, entre espace plus et entre parenthèses votre mot-clé. Et là, vous mettez le code APE qui va avec et vous tombez forcément sur un des fournisseurs qui sont dans votre thématique. Il y a une deuxième technique aussi, c'est de regarder qui était sur Hootspot et page jaune. C'est un bon moyen finalement de trouver des fournisseurs. Et après, d'un point de vue européen, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai une autre technique par rapport à la plupart des gens, c'est que moi, je vais regarder aussi, je vais faire deux choses. Je fais du social engineering en appelant les e-commerçants. Alors, en me faisant passer pour un client qui a acheté un produit et en me disant, mais excusez-moi, je ne trouve pas le manuel d'utilisation ou la notice de votre produit, c'est quoi la marque, où est-ce que je peux le trouver, etc. Donc ça, c'est un bon moyen finalement d'arriver à ses fins. Et la première technique qui est la plus intéressante, c'est souvent d'aller regarder dans les registres de marques et de voir les vendeurs autorisés, les revendeurs autorisés. Et du coup, si vous avez le revendeur autorisé, vu qu'en général, vous cherchez un fournisseur multimarque, il y a de grandes chances que dans le catalogue des pays, des revendeurs autorisés, vous ayez le contact qui vous permet d'aller vendre telle ou telle marque. Voilà. Ok. Autre question, combien de temps est-ce que tu prends pour trouver une niche winner? Maintenant, avec l'habitude, je te dis, j'en trouve 3-4 par jour en moyenne. Assez facilement. Tu viens de mettre du monde en PLS là. C'est ça, exactement. C'est ce que j'allais dire en fait. Parce que après, c'est vraiment, voilà, c'est comme un mec qui monte du PBN toute la journée, tu vois. Chacun il fait ce qu'il sait faire, quoi. Mais moi, c'est vrai que j'ai toujours cette approche-là de regarder. Il y a d'autres techniques que j'ai pas données, mais c'est vrai que c'est hyper simple de trouver finalement d'un premier produit une approche de niche qui nous permet de finalement trouver une thématique assez facilement. La meilleure technique que j'ai finalement, c'est de se baser sur l'Excel que je vais vous donner, parce que vous avez vraiment, au-delà de la niche, parce que trouver des niches, vous pouvez en trouver 50 par jour, c'est trouver la rentabilité, la niche qui est rentable, d'accord? Et le plus important dans tout ça, c'est la valeur perçue du produit que vous allez vendre. Parce que la valeur perçue du produit que vous allez vendre, elle est clairement liée à la marge que vous allez faire sur le produit. Et du coup, c'est ça qui est un peu le facteur prépondérant de votre thématique. Si vous trouvez des produits qui ont une valeur perçue importante, sur lesquels vous pouvez faire une bonne marge, et que vous avez rempli l'ensemble de l'Excel et qu'entre guillemets, vous avez validé ça, go. En moyenne, au début, je mettais 3-4 jours à en trouver une. Maintenant, voilà, c'est plus rapide, quoi. Ok. Est-ce qu'on a… En combien de temps… Oui, j'ai vu passer un ou deux messages pendant ta conf, pour le coup, sur le côté des interrogations sur les sites qui étaient rentables ou pas. Et là, il y a quelqu'un qui nous demande en combien de temps est-il possible d'être rentable? Alors, moi, je vais vous donner une fourchette large, entre 6 à 12 mois, mais j'ai vu des sites internet qui, en 3 mois, ils étaient rentables, quoi. C'est-à-dire que d'un point de vue rentabilité, est-ce que vous parlez d'une rentabilité qui est déduite de finalement la somme et la monétisation finalement les différents frais qu'on a fait sur la boutique, et à ce moment-là, cette notion de rentabilité, elle a prépondéré sur l'année. Mais si on parle d'un point de vue ranking, et de se dire on se positionne et maintenant on commence à être rentable et on génère un salaire, 6 à 12 mois, oui, largement. Surtout qu'en plus, la plupart des boutiques de niche n'actionnent pas ces différents leviers marketing qui sont l'email market,
le fait de créer une communauté sur Pinterest, un petit groupe sur Facebook et de créer des flows d'emailing qui rapportent clairement de l'argent. Parce que, en fait, la plupart du temps, on se prend la tête à aller attirer du monde en SEO et on se prend pas la tête à bien les chouchouter quand on les a sur sa boutique, quoi. Je crois qu'on a vu une conférence sur ça un peu plus tôt dans la journée. On a quelqu'un qui nous demande si pour la partie blog, on peut élargir ça à contenu au sens large, est-ce que tu utilises plutôt Shopify ou plutôt WordPress? Non, je reste sur Shopify. Il y a des thèmes comme Turbo qui font très bien le job d'un point de vue conversion sur le blog. Pour garder l'autorité du domaine, parce que sur un répertoire, c'est beaucoup plus facile que de se prendre la tête sur un sous-domaine, à installer un WordPress et ensuite à créer du contenu, parce qu'il va falloir aussi avoir toute une strate de backlink sur le sous-domaine. Et là, on l'a vu clairement depuis déjà pas mal de temps, les sous-domaines, d'un point de vue netlinking, ils ont pris quand même une grosse claque. Et c'est plus facile de rester quand même sur la solution. Et en plus de ça, Shopify s'améliore de jour en jour sur cette partie-là. Donc, mais rien qu'avec ce qu'on a, ça équivaut clairement à ce qu'on peut faire sur un WordPress basique, quoi. Ok. Eh ben, écoute, je vais regarder s'il y a encore une ou deux questions, mais sinon, je propose qu'on termine sur cette question. Check. Ouais, on peut terminer là-dessus. Ils veulent tous vraiment un code promo pour ta formation, etc. hein. Ok, je vais faire un code promo Linksgarden avec 20% sur la format et voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est super. Bon, du coup, les gens vont venir sur nos chats, ils vont venir me voir et tout. Alors, fournis-moi le code promo, s'il te plaît. Bouge pas, je le fais en même temps que je suis en train de te parler. Non, mais t'inquiète, je t'harcèlerai, j'ai ton numéro, j'ai ton Skype, je sais. Je vais sur société.com, je vais voir où t'habites et tout, t'inquiète. Moi aussi, j'ai des gros fucking, tu vois. Mais le APE, c'est pas mal, hein. L'histoire de l'APE, c'est vrai que c'est un bon tips d'aller trouver justement des dropshippers du coup via l'APE, c'est très intéressant comme technique. Ouais. Après, ce qu'on oublie aussi, c'est que les fournisseurs, ils ont des catalogues produits. Et en fait, souvent, quand vous allez par exemple chez Metro, vous pouvez acheter un catalogue produit et vous avez l'ensemble des listings, en général sur la 4e de couverture ou la page d'avant, avec l'ensemble des différents fournisseurs qui vendent aussi sur la région. Et en fait, pourquoi? Parce que les fournisseurs, ils ont souvent une politique de mise en avant finalement de leur société par le biais d'encarts publicitaires qui sont encore sur des supports papier. Ça, on l'oublie souvent. Mais en fait, quand vous regardez ce genre de fournisseurs, c'est typiquement les fournisseurs qu'il faut aller attaquer entre guillemets en termes de dropshipping parce que ils connaissent pas souvent le process. Donc il y a aussi une logique finalement d'éducation, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que vous aurez les meilleurs tarifs chez eux. Après, on va pas se leurrer, hein. Le dropshipping, c'est la première step. La deuxième step, c'est vraiment d'être e-commerçant, c'est-à-dire d'avoir du stock, de passer par un prep center. Il y en a une bonne cinquantaine en France qui font largement le job et qui sont plus compétents qu'Amazon d'un point de vue tarif. Et il y a même des grosses startups maintenant qui s'y sont mis, comme Cubine par exemple. Et on peut voir que clairement, quand vous commencez à faire du stock sur votre e-commerce, c'est là où vous êtes vraiment rentable. Super. Merci beaucoup, Abdel. J'ai oublié de te demander un truc, Abdel, on a été relancé. C'est où est-ce qu'on pourra trouver le fichier Excel dont tu parlais? Ils ont été plusieurs à le demander. Alors, attends, est-ce que je peux l'envoyer dans le chat? Non, je pense pas. Sinon, tu me l'envoies sur Skype et puis je vais voir ce que je peux faire. De toute façon, toutes les personnes sont logiquement inscrites à l'event. Donc, toi, tu t'envoies un email avec ton fichier. Ouais. Et avec on fera un email la semaine prochaine de récap avec les tools, les codes promo, les fichiers, les liens qu'on a eu aujourd'hui. Potentiellement les tools dont les gens ont parlé. Et puis aussi, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous pouvez aller sur seogardenparty.com pour vous inscrire. On vous enverra justement les replays dès qu'il y en a, toutes ces infos, toutes ces choses-là par mail. Ce sera beaucoup plus simple. Ouais, en plus, ça permet clairement de tout centraliser et de ne pas avoir
pas avoir à faire 50 interactions. Après, ça me dérange pas que les gens ils viennent me parler, me poser des questions ou quoi que ce soit. C'est avec grand plaisir. Et dans tous les cas, si vous venez aussi me parler en direct, je vous transmettrai aussi le fichier. Mais le mieux, c'est justement que Jackie, toi, tu centralises ça. Yes. Et puis comme ça, tout le monde a l'ensemble des ressources. Voilà. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. À Et bientôt, puis, à la merci à prochaine, tous de connecter. À la prochaine, Jackie. Merci, Patrick.